Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Et aujourd'hui, je vous diffuse la 100e interview d'un avocat bien dans sa robe. Et j'aimerais prendre quelques minutes pour remettre un petit peu de contexte à tout ça. Quand j'ai commencé le podcast, je quittais la profession d'avocat moi-même pour aller vers les ressources humaines en me posant la question du bien-être au travail. Comment est-ce qu'on crée des environnements de travail dans lesquels les gens sont bien, travaillent bien et ressentent un sentiment de bien-être au travail. Et j'observais autour de moi les avocats et j'en voyais pas beaucoup qui rayonnaient, qui donnaient l'impression d'être bien. Et je dis souvent, j'en ai eu ras-le-bol d'aller en soirée entre avocats et que ce soit un peu la petite compétition à qui a la vie la plus merdique, le pire patron, les pires horaires, les pires clients, le pire rythme. Enfin, j'avais l'impression que c'était un peu une compète de vie de merde. Et voilà, et donc je me suis posé cette question et je me suis dit, mais en fait, est-ce que c'est possible de s'épanouir dans son travail ? Et puis bon, tout ça est devenu un peu un jeu de mots, bien dans ma robe, etc. Mais c'était quand même la vraie question qui a marqué le début de ma recherche avec le podcast. Et les premiers invités, j'ai demandé autour de moi, j'ai dit, est-ce que vous connaissez des avocats bien dans leur robe ? Et donc il y a une personne qui a fait le même programme de reconversion professionnelle que moi, qui m'a dit, ah mais moi, il y a ma sœur, elle a mis longtemps, mais maintenant elle kiffe. Donc c'est mon premier épisode, Valérie Collin. Mon amie Lisa qui m'a parlé de son ami Antoine de la Carte. Donc j'ai interviewé Antoine. Mon amie Emma m'a parlé de son amie Zoé. Donc j'ai interviewé Zoé. Quelques personnes de mon réseau aussi, Arthur Millerand qui a monté le cabinet parallèle. Donc ça a un petit peu commencé comme ça. Et puis assez rapidement, vous avez participé, les auditeurs, les premiers auditeurs du podcast ont participé en me recommandant des personnes, en me disant, il y a un tel, il y a un tel. Et c'est comme ça que le cercle vertueux des recommandations s'est enclenché et que j'ai pu vous proposer un podcast avec une programmation extrêmement diverse et finalement des personnes assez inspirantes, toutes, certaines avec des parcours extraordinaires, d'autres avec des parcours plus mainstream, mais dans lesquels elles s'épanouissent et c'est le principal. Et donc, quand je reviens en arrière, il y a 2 ans et demi, au moment où j'ai commencé ce podcast, et voilà, je me dis, quand j'ai quitté la profession d'avocat et quand j'ai commencé ce podcast, je me demandais si j'allais trouver des avocats heureux d'être avocats. Et puis aujourd'hui, je vous diffuse le 100e épisode d'un avocat épanoui. Et donc, je trouve ça super chouette. Voilà, ça vous donne autant d'exemples de ce qu'il est possible de faire et de tactiques pour que justement, cet exercice professionnel se passe bien. En tout cas, se passe d'une manière qui vous convienne, qui vous ressemble. Tout ça, j'en ai fait une première formation qui s'appelle maintenant Réussir sa collaboration parce que j'ai envie de l'adresser tout particulièrement aux collaborateurs pour leur développement en structure d'exercice. C'est aussi des concepts que j'infuse dans mon autre formation, développer sa clientèle. Et j'ai toujours en tête une de mes clientes, Clémentine, qui avant de s'inscrire à la formation m'avait dit, voilà, j'ai envie de développer ma clientèle, j'aimerais bien faire les choses comme ça, mais je ne sais pas si c'est possible, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses que c'est possible de développer une clientèle de cette manière ou de travailler de cette manière que j'ai en tête ? Et je lui dis, oui, c'est possible, bien sûr, il faut juste développer en conséquence. Et aujourd'hui, elle s'est construit justement cet exercice exactement comme ce dont elle avait envie. Et vraiment, il y a rien qui me fait le plus plaisir que de voir ces avocats, que ce soit dans le cadre de leur collaboration ou dans le cadre de leur développement, qui arrivent en fait à se construire une clientèle et un mode de vie et un contenu à leur exercice de la profession d'avocat qui leur ressemble et dans lequel ils sont heureux en fait. Et donc ça, je trouve ça trop cool. Vous me demandez souvent si maintenant que j'interviewe tous ces avocats épanouis, j'ai pas envie de reprendre la robe, s'il n'y a pas un cabinet dans lequel j'aimerais exercer. Et c'est vrai que la réponse est non, puisque je sais pas, en fait, j'ai aucun regret pour cette profession, pour cet exercice. J'avoue que j'ai eu un pincement au cœur, j'en ai parlé dans ma newsletter. D'ailleurs, si vous n'êtes pas inscrit à la newsletter, c'est le moment de vous inscrire. Mais j'en ai parlé dans ma newsletter quand j'ai interviewé Benjamin Pichot et qu'il a
parler de son accompagnement des personnes intersexes, qui a complètement fait le lien avec les raisons pour lesquelles, en réalité, je suis allée au droit de la santé. Et finalement, je me suis retrouvée à faire autre chose en faisant du droit de la santé. Et là, ça m'a donné un petit coup de nostalgie pour la personne que j'ai été et les dossiers sur lesquels, je pense, j'aurais pris beaucoup de plaisir à travailler. Mais voilà, il se trouve que ça aurait répondu aux envies de moi d'il y a 10 ans, d'il y a 10-15 ans, et qu'entre-temps, j'ai évolué et j'ai développé d'autres centres d'intérêt qui sont ceux sur lesquels je travaille aujourd'hui. Donc vraiment, c'est sans aucun regret. Je prends beaucoup de plaisir à accompagner mes clients dans mes formations, réussir sa collaboration, développer sa clientèle. J'ai d'autres idées de programmes que je développerai, mais pas tout de suite, mais que je développerai un jour. Et d'autres idées en général de services que j'aimerais pouvoir proposer avec Fleur d'Avocat. J'aime aussi énormément ce travail avec le podcast, qui est un travail en fait d'écoute. Le travail de l'intervieweur est un travail d'écoute. Et je l'aime, j'aime énormément toutes les rencontres que ça m'a permis de faire. J'y prends beaucoup de plaisir et j'y ai pris beaucoup de plaisir et je compte bien continuer comme ça. Alors le podcast va quand même un petit peu évoluer puisque d'une part, je vais arrêter de diffuser des épisodes au mois d'août et de mi-décembre à mi-janvier parce que vous êtes en vacances, vous êtes en famille et les avocats que j'interviewe aussi. Donc c'est très compliqué d'assurer la programmation et moi, ça me cause des énormes doses de stress pour pouvoir être sûre de diffuser de manière hebdomadaire. Donc tout ça, ça va changer. Et je vais faire une pause. A priori, je vais continuer à diffuser un rythme hebdomadaire. Même si parfois, je me demande si tout ça est très raisonnable parce que ça me demande quand même énormément de travail. J'ai commencé à faire des interviews d'expertise puisque moi, pour créer mes formations, je m'inspire du travail de nombreux experts, que ce soit des personnes qui ont rédigé des livres ou autres. Et voilà, j'aimerais vous apporter des éclairages directs par ces experts sur la science, les connaissances derrière tous ces outils qui vous permettent d'être bien dans votre robe, justement, en reprenant des thématiques qui sont abordées dans les formations. J'ai commencé à en faire, j'ai encore rien distribué, je me demande encore un peu comment je vais distribuer ces choses-là. Mais voilà, ça viendra, chaque chose en son temps. En tout cas, je vous remercie d'être toujours plus nombreux à écouter Fleur d'Avocat. Je vous remercie pour tous vos messages absolument adorables sur ce que mon travail vous apporte et en quoi est-ce que ça a impacté votre vie. Fleur d'Avocat, c'est plus de 300 000 écoutes maintenant et presque 190 heures de podcast, tout cumulé. Donc aujourd'hui, si vous découvrez Fleur d'Avocat, eh bien vous avez 190 heures d'écoute devant vous. Je sais que certains découvrent et binge dans la foulée, complètement accro à tous ces récits et à toutes ces idées que ça leur donne et il n'y a rien qui me fait plus plaisir. Enfin si, les réussites de mes clientes me font encore plus plaisir. J'arrête avec cette introduction à rallonge, complètement cheesy. Je me dis que un 100e épisode, ça vaut quand même le coup. Je remercie aussi celle, et elle se reconnaîtra, mais elle a souhaité rester anonyme, qui m'a recommandé d'interviewer Thierry Roman, maître Thierry Roman, qui est donc associé au cabinet CMS Francis Lefebvre et qui pratique le droit social et encore plus particulièrement les plans de sauvegarde de l'emploi. Et je vous souhaite bien sûr une bonne écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour Thierry Roman. Bonjour Lila Louise. Merci d'être mon invité sur Fleur d'Avocat. Merci à vous. Racontez-moi Thierry, comment et pourquoi vous êtes devenu avocat? Alors je suis devenu avocat par hasard. J'aimerais bien pouvoir raconter que j'ai eu la vocation petit à l'école, dans la cour. Mais non, en fait, complètement par hasard, j'ai terminé mes études de droit. Oui, mais vous avez quand même fait des études de droit, donc. Ouais. Pourquoi? Alors là encore, c'est un peu par hasard. Moi, j'ai beaucoup de choses qui me sont arrivées par hasard. Hein. En fait, on va étudier tous ces hasards. Ouais. Au départ, je savais pas trop quoi faire. Enfin, j'avais pas vraiment de choses très claires dans ce que je voulais faire. Et donc, je suis arrivé à la fac de Nanterre. Et j'ai un peu hésité entre le droit et les lettres. Et comme la queue en lettres, il y avait moins de gens, que j'étais très hésitant, je suis parti en lettres. Un peu comme au restaurant, on choisit celui où il y a le plus de monde. Exactement. Et puis j'ai fait 2 ans de lettres.
Et puis je me suis aperçu que ça m'amenait pas grand-chose. J'avais pas un talent non plus très très exceptionnel, donc je me voyais pas finir prof dans un lycée de banlieue. Et du coup, je me suis dit que le droit m'ouvrait quand même plus de perspectives. Et donc au bout de 2 ans, je me suis réorienté en droit. Voilà. Donc j'ai fait un petit tour par les lettres modernes. C'était très intéressant d'ailleurs. Ouais. Est-ce que vous avez un souvenir particulier des lettres modernes? Alors en fait, ce qui était intéressant, c'est que on passait quasiment un semestre à étudier une œuvre en fait. Donc c'était assez intéressant. Passer 6 mois à étudier Don Juan, ou voilà, c'était un peu ça l'esprit. Donc on avait beaucoup de temps. C'était assez cool. Il y a pas trop de pression. Voilà, les gens étaient plutôt sympas. C'était pas très rigoureux, mais c'était plutôt sympa. Mais il fallait avoir, je pense, un peu de talent pour en sortir avec pour en faire quelque chose. Ouais, tout à fait. Donc, et le droit, ça vous a plu? Le droit, ça m'a plu assez rapidement. Ouais, assez Qu'est-ce qui vous a plu dans le droit? D'abord, ce qui m'a plu, c'est que j'ai eu la chance d'avoir des profs un peu exceptionnels. J'ai eu quand même Olivier Duhamel comme prof. Alors évidemment, comme tout le monde, je suis un peu traumatisé par cette affaire, parce que ça a été vraiment pour moi une idole absolue. En 1987 ou 88, il était encore jeune prof à Nanterre, et c'est un des premiers profs que j'ai eu en amphithéâtre. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui est absolument magistral. Bon après, voilà, c'est toujours un petit peu dur de voir ses idoles comme ça s'effondrer, mais donc lui, il a vraiment participé à mon amour pour le droit. Puis d'autres profs, voilà, des gens. J'ai le souvenir aussi de Francis Caballero, qui est aussi un prof de droit civil, droit pénal aussi, qui était assez exceptionnel. Donc c'est des gens comme ça essentiellement. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a frappé chez eux? C'est des gens qui étaient assez charismatiques et puis qui avaient su en fait, le droit, c'est une matière qui est pas forcément d'un abord très évident, et c'est vraiment des gens qui avaient cette capacité à montrer que ça pouvait être drôle, que ça pouvait être intéressant. Voilà, donc puis après, je sais pas, j'ai pas trop analysé. Non, mais c'est pas grave. Je suis les curieuse. amphis étaient pleins. Quand il y avait même des gens qui étaient pas en cours avec eux, qui venaient pour le show. Voilà, c'est ça, exactement. Donc ça, c'était quand même la démonstration. Puis alors, par contre, il y avait des gens qui étaient très mauvais, des profs très mauvais. Il y avait personne dans l'amphi. Bon, voilà. Et donc c'est surtout des gens comme ça. Et puis après, moi, j'ai beaucoup aimé à la fac la liberté. Moi, j'ai pas du tout aimé l'école. J'ai souffert vraiment depuis tout petit. J'ai souffert énormément de l'école, de l'enfermement, l'obligation de rester assis de 8h du matin à 5h. C'était très pénible pour moi. Et donc la fac, j'ai découvert le fait de pouvoir ne pas venir en fait. Donc j'en ai un peu profité, mais pas trop finalement. Le fait de pouvoir ne pas venir, c'était très agréable. Et du coup, on sait qu'on vient parce qu'on a envie, on n'est pas obligé. J'ai bien aimé ça aussi, la liberté. Et comment est-ce que vous vous êtes orienté au fur et à mesure de vos études? Est-ce que vous avez fait des stages? Comment est-ce que c'est fait l'intégration plus professionnalisante? En fait, non, j'ai pas fait beaucoup de stages. J'ai fait des stages à la fin, mais comme tout le monde, j'ai fait des stages. J'ai travaillé pendant les vacances en fait dans l'entreprise de mon père, ou des trucs comme ça, ou pour gagner un petit peu d'argent, mais c'était pas vraiment des stages, c'était un peu des boulots d'été. J'ai fait un stage assez long. En fait, j'ai eu ce qui s'est passé, c'est que moi je voulais pas devenir avocat au départ. Donc j'ai terminé ma 5e année de droit, et je me destinais à devenir juriste en droit du travail. Dans une DRH d'un Donc groupe. vous étiez déjà orienté vers le droit du travail? Ouais, oui, tout à fait. Pourquoi le droit du travail? Alors le droit du travail, pourquoi le droit du travail? En fait, c'est toujours pareil, c'est des concours de circonstances. D'abord, quand même, au fond, moi je suis d'une génération quasiment d'avant les années 80, donc j'ai été élevé quand j'étais enfant, quand même dans cette grille de lecture un peu marxiste, un peu avant 80 quoi finalement. Et donc on parlait beaucoup politique. Moi je venais d'un milieu assez modeste, donc on parlait plutôt orienté CGT, communiste, etc. Donc on parlait beaucoup politique, beaucoup des sales patrons, des méchants patrons, le SMIC, les congés payés, la retraite à 60 ans, Mitterrand, etc. Donc j'étais élevé quand même dans cette culture-là. Et puis c'était un peu la culture en France. C'était la grille de lecture d'avant les années 80 en fait. Puis après il y a le désenchantement des années 80.
Donc du coup, le droit du travail pour moi c'était quelque chose d'assez familier. J'avais entendu beaucoup parler de ça. Mon grand-père était mon grand-père que j'ai très peu connu. C'était un grand leader CGT de SNECMA. Ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui c'est un de mes clients, donc le pauvre doit se retourner dans sa tombe. Et puis après, la dernière chose, c'est toujours pareil, c'est des rencontres. C'est donc un prof de droit de Nanterre qui est assez exceptionnel. Alors je dis, il est assez exceptionnel parce qu'il est pas mort, mais il est retraité. C'est Georges Borenfreud, donc plein de générations d'étudiants aussi à Nanterre l'ont eu. C'est un prof qui est vraiment exceptionnel, très 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 pro syndicat, excessivement pro syndicat, mais un grand prof et la fille d'un de mes amis l'avait encore il y a 2 ans, donc il y a 2 ou 3 ans, donc il vient juste de prendre sa retraite et voilà, 30 ans après, il était toujours aussi bon. Donc lui, là, il nous a vraiment fait aimer le droit du travail. Donc la conjonction de ces facteurs fait que je me suis orienté vers cette matière. Et pourquoi est-ce que vous ne vouliez pas être avocat? Non, c'est pas que je voulais pas, c'est que ça m'intéressait pas spécialement en fait. Qu'est-ce qui vous intéressait pas spécialement dans le fait d'être avocat? C'est dur de dire ce qui ne m'intéressait pas spécialement. Disons que j'avais pas, je sais pas, j'imaginais l'avocat pénaliste. Enfin, je me voyais pas faire du droit pénal. Enfin, j'avais une vision qui était pas très réaliste de ce que du métier d'avocat, en tout cas qui était assez limitée. Et donc ça m'intéressait pas particulièrement au départ. Et puis en fait, donc. Vous dites que vous aviez plutôt envie de devenir juriste d'entreprise, ouais, RH, ouais, c'est ça. Et donc malgré ce parcours plutôt familial, enfin en tout cas malgré l'infusion familiale plutôt pro syndicat, etc. Vous en fin d'études vous étiez plutôt quand même déjà partant pour l'entreprise. Ouais. Qu'est-ce qui parce que j'étais pas forcément d'accord avec cette influence familiale, donc elle était là. J'ai été élevé dans ce milieu-là, mais j'étais pas forcément, j'adhérais pas à tout. Donc et puis le droit du travail, je trouve que c'est assez intéressant côté employeur parce que c'est un peu comme peut-être le droit pénal. C'est peut-être plus intéressant de défendre les accusés que les victimes. Enfin voilà, donc c'est un léger esprit de contradiction. Voilà, il y a ça aussi évidemment. Et puis voilà. Mais cela étant, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai répondu à des annonces pour être juriste et j'ai répondu à une annonce à l'époque, c'était dans les journaux, il n'y a pas encore Internet. J'ai répondu à une annonce pour aller chez Peugeot. Et donc j'ai été reçu chez Peugeot, la ville de la Grande Armée. Je me rappelle très bien. C'est vraiment, ça m'a vraiment traumatisé. Et je suis tombé sur un type absolument odieux qui m'a torturé pendant 1 heure. Moi, j'arrivais un peu la fleur au bout du fusil. Je pensais que le monde du travail encore était bienveillant, qu'on allait m'accueillir à bras ouverts, etc. Et en fait, pas du tout. Je suis tombé sur quelqu'un de très sérieux, très dur, très très méprisant. Enfin, ça a été un vrai traumatisme. Et en fait, en sortant de son bureau, je me suis dit c'est pas possible, je veux pas être salarié, quoi. Je veux pas subir ça une nouvelle fois. Et en fait, j'ai décidé vraiment dans les jours qui ont suivi finalement de devenir avocat, en fait, en me disant je serai indépendant. Plus jamais personne me manquera de respect. J'ai un peu déchanté depuis parce que finalement, on sait que dans le monde des avocats, voilà, tout n'est pas forcément rose, mais en tout cas, j'avais cette illusion-là et du coup, j'ai arrêté de chercher du travail pour être juriste d'entreprise. Je me suis inscrit à l'IEJ et j'ai passé, 8 ou 9 mois donc à préparer l'IEJ. Donc c'était pas une année très dense au niveau de l'activité. Et puis bon, là, j'ai passé l'examen, je l'ai eu. Donc j'ai perdu 1 an et du coup, alors voilà, je pensais à ça parce que tout à l'heure vous me demandiez s'il y avait des stages et là j'ai fait des stages en fait. Et j'ai fait des stages dans des cabinets généralistes. J'ai fait un stage avec un type assez extraordinaire qui s'appelle Jean Ballan, qui est un avocat pénaliste qui est d'origine roumaine. Qui a vécu pas mal en Israël. Après, il est venu en France, il s'est installé. Il a passé le concours d'avocat genre à 45 ans ou peut-être même plus encore. C'était un personnage assez incroyable. Il venait en Santiago, en jean. Enfin voilà, il faisait le droit pénal. Il était assez étonnant. Donc j'ai passé pas mal de temps dans son cabinet. Il était associé avec un autre avocat très sympa qui s'appelait Hervé Ita de mémoire. Ils m'ont accueilli assez longtemps chez eux et puis j'avais aussi un copain qui était avocat à Pontoise, donc qui s'appelle Thierry Alain, et donc j'ai passé aussi pas mal de temps chez Thierry Alain et son associé s'appelait Lamar. Et que faisait-il ?
Alors, lui, il était généraliste, donc là, c'était assez extraordinaire parce qu'en fait, c'était un stage totalement bénévole. À l'époque, c'était plus simple qu'aujourd'hui, donc du coup, il m'emmenait partout. C'était intéressant. Donc, j'ai passé vraiment peut-être 8 mois avec lui à me balader dans tous les tribunaux, les TI, les TGI à l'époque. Il y avait encore des TGI de Pontoise, sans avoir à fournir de travail particulier. C'était juste un stage d'observation. Ça, c'était très intéressant. Et du coup, alors il y avait ce pourquoi vous vouliez a priori pas trop rejoindre la profession d'avocat, le déchantement côté RH, jury d'entreprise, voilà. Et puis finalement vous rejoignez plutôt le type d'exercice que c'est ça. A priori. Oui, mais non, mais moi je suis pas très cohérent dans mes choix. Je pense que j'avais pas de ligne directrice. Je me laisse souvent un peu porter par les choses. Et donc ces rencontres, c'était de l'entourage, c'était. Ouais. Thierry Alain, c'était le copain d'un copain. Voilà, qui était un tout petit peu plus vieux que moi, mais pas tant que ça finalement. Il avait une trentaine d'années. Et moi, à l'époque, j'en avais 25, 26. Et c'est quelqu'un c'était un ami avant d'être un. Voilà. Donc il m'a accueilli gentiment pour me faire découvrir un peu son cabinet, son activité. Et ça, c'était vraiment très intéressant. Et l'autre cabinet, comment est-ce que vous aviez trouvé le stage ? Alors, je l'avais trouvé par un autre copain, un travail ami. Qui lui-même avait fait un stage un jour chez lui, chez Jean Balland, qui m'avait voilà. C'était un République, son cabinet était sur la place de la République. Et vous prêtez serment ? Oui. Et ensuite ? Oui. Alors après, en fait, avant de prêter serment, déjà, à l'école d'avocat, donc je me destinais moi à une activité généraliste, un peu orientée droit du travail quand même. Hein. Donc plutôt défense des salariés. Bon. Et puis à l'époque, donc au CRFPA, on nous demandait de faire un stage dans un ancien cabinet de conseil. Il fallait faire un stage au moins de 3 mois dans un cabinet d'ex-conseil juridique. Et un jour, il y a 2 avocats d'ici qui viennent faire une intervention. Dont l'un s'appelle Pierre-Jean Sinibaldi sur le droit du travail. Et à la fin, je vais le voir pour lui dire voilà, il paraît que vous cherchez des stagiaires, est-ce que je peux envoyer un CV ? Il m'a donné le nom de la personne à qui envoyer mon CV. J'ai envoyé un CV et il y avait effectivement des places de stagiaires et j'ai été pris comme stagiaire dans une équipe dont d'ailleurs Pierre-Jean Sinibaldi était l'un des collaborateurs seniors. Et à la fin de mon stage, on était 2 en fait en stage. Et l'associé de l'époque nous avait dit voilà, vous êtes 2, il y a une place, il y en a un de vous 2 que je vais garder, l'autre que je garderai pas. Donc c'était sympa, l'ambiance était tout de suite posée. Je donnerai pas le nom de la personne qui était avec moi, puisque c'est moi qui ai été pris à la fin. Mais il a fait lui une carrière très brillante. Il est parti dans d'autres cabinets. Il a été très 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 brillant. Et donc à la fin, on m'a dit voilà, on vous aime bien, vous avez l'air sympa, on vous garde. C'était pas du tout mon projet, mais l'équipe était très sympa. Ça m'évitait d'avoir à chercher. Donc moi, je me suis toujours beaucoup laissé porter par les événements. Et donc voilà, je suis resté là et je suis jamais parti en fait. Et vous dites que c'était pas du tout votre projet, donc vous aviez un projet? Non, mais c'est mon projet. Alors moi j'ai toujours des projets mais à très court terme. C'est-à-dire, mon projet à très court terme, c'était de travailler dans une entreprise, puis c'était de devenir avocat, mais plutôt généraliste. Et puis là j'ai encore changé d'avis en fait. Donc j'avais pas un projet sur le long terme. En tout cas j'ai beaucoup changé d'avis. Et cette compétition acharnée avec votre co-stagiaire? Alors, en fait, lui, il était extrêmement... il avait beaucoup l'esprit de compétition. Moi, pas trop, parce que c'est pas du tout... Je déteste ce genre de situation. Je trouve ça vraiment insupportable. Donc moi, je me suis pas spécialement débattu pour l'emporter, mais je pense que je me suis attiré plus de sympathie dans l'équipe, en fait. Et à l'époque, c'était une équipe, il y avait une dizaine de personnes. Et je pense que je suis apparu comme plus sympathique et c'est là-dessus qu'à mon avis on m'a gardé. Parce qu'en fait, en termes de compétences, quand on est stagiaire, je le vois aujourd'hui, en fait on sait rien du tout, quoi. Et en fait les gens vous gardent pas sur votre potentiel, pas sur ce que vous valez à ce moment-là. Donc voilà, moi on m'a trouvé sympathique à l'époque et je pense que c'est pour ça qu'on m'a gardé. Vous aviez réussi à travailler avec tout le monde? Oui, j'avais travaillé avec beaucoup de gens. Ouais. Alors beaucoup avec l'associé, le principal associé, qui s'appelait Jacques Nicolas, mais avec l'équipe en général, ouais. C'était parce que le travail était donné comme ça ou parce que vous aviez cherché à travailler avec beaucoup de monde? Non, le travail, c'est pas moi qui suscitais les choses. On m'apportait des choses à faire et je le faisais. Ou alors l'associé travaillait avec d'autres personnes sur des dossiers, il m'associait, c'était un peu comme ça.
Là encore, moi, je me laissais pas mal porter. Moi, je devrais pas dire ça parce que c'est pas très glorieux, mais je me laisse souvent porter. Et tant que le sens écoutez, on est du tout courant en me haut, va bien, je me laisse porter. Et puis voilà. Et puis quand ça me plaît pas, par contre, je sais changer. Mais tant que ça me plaît, j'ai pas de. Donc voilà, ça se passait bien. Et puis tout s'est bien passé. Alors il y a eu des hauts débats. C'est pas toujours parfait. Mais non, mais on va en parler. Et du coup, vous prêtez serment et vous restez dans la maison. Voilà, donc du coup, je suis embauché, oui, tout à fait, je suis embauché même avant d'avoir prêté serment, voilà, et je reste là, donc ça c'est en 96, tout début 96, et en février 96, Et l'activité, enfin, c'était quel type d'activité et est-ce que c'est toujours la même? Parce que j'imagine que... Ouais. Alors l'activité, c'est là où les choses se recoupent un peu. Donc l'activité de l'équipe était essentiellement du conseil, mais une activité judiciaire aussi qui commençait à naître, puisque en fait les professions ont fusionné, je crois en 91 de mémoire. Là, on était en 96. Donc, il commençait à avoir des dossiers contentieux, il y en avait peu, c'était le début. Et en fait, c'est un peu grâce à ça aussi que je suis resté, parce que moi, j'avais travaillé dans des cabinets, j'avais fait ces stages qui avaient duré 1 an dans des cabinets où on faisait pratiquement que du contentieux. Ça vous avait Du coup, oui, ça me plaisait bien, et surtout, je savais rédiger des conclusions, je savais comment rédiger un courrier entre avocats. Enfin, j'avais des modèles un peu de base de courrier pour demander une retenue, pour j'en sais rien, des courriers de désistement, des choses comme ça. Et en fait, eux, à l'époque, n'avaient vraiment rien de tout ça, quoi. Vous étiez le seul dans l'équipe à avoir un peu cette compétence Voilà, c'est contentieuse. ça. Alors, elle était très. Elle était ce qu'elle était, mais n'empêche voilà. que vous étiez le seul. Mais j'étais le seul. Donc du coup, comme eux n'avaient pas tellement de compétences sur ce terrain-là, ils m'ont laissé un peu carte blanche et je dirais modestement dans mon équipe, parce qu'il y a d'autres équipes au cabinet en fait. À l'époque il y avait 3 grandes équipes. Moi je faisais partie de l'une des 3. Dans cette équipe-là, c'est moi qui ai un peu posé les bases de l'activité, des modèles, etc. Puis après on a recruté des gens, et puis après on a recruté des gens bien meilleurs que moi, qui ont pris le relais. Puis moi j'ai basculé assez vite sur une activité plus de conseil en fait. Assez vite, c'est-à-dire? Dans les 2 premières années en fait, parce que l'activité judiciaire n'était pas encore assez conséquente pour une personne à temps plein, donc j'étais à 50-50, et assez rapidement je me suis aperçu que je préférais l'activité conseil qui me semblait plus intéressante. Pourquoi plus intéressante? Parce que moins répétitive en réalité, parce que l'activité contentieuse c'est assez répétitif en fait, au départ. Alors, on fait 1 dossier, 2 dossiers, 3, 10, 20, 100, 400, et à la fin il y a quelques dossiers qui sortent du lot, mais c'est beaucoup les mêmes, quoi. Alors il y a des gens qui gardent le feu sacré, et on en a dans nos équipes, qui ne font que ça depuis 20 ans et qui adorent ça, et qui veulent pas changer. Moi, au bout de 2 ans, j'en avais un petit peu assez. J'avais envie de faire autre chose, quoi. Et puis en plus, là, à l'époque, c'est moins vrai maintenant. L'activité de conseil était mieux valorisée dans les équipes. Et donc du fait de cette tradition de conseiller juridique. Exactement. Elle était plus rémunératrice pour le cabinet, donc voilà. Et du coup, comment est-ce que vous avez opéré? Est-ce que vous avez demandé à être débarrassé du portefeuille Ouais. Un peu, j'en ai discuté avec l'associé de l'époque pour qui je travaillais, et avec son accord, je me suis désengagé de l'activité, j'ai formé une personne qui m'a succédé, puis après on a recruté de l'extérieur à quelqu'un de senior qui était vraiment très très bon, et voilà, puis après on a vraiment bâti une équipe dédiée au sein des équipes, au sein de chaque équipe maintenant il y a des équipes dédiées qui ne font que ça. Et donc vous réorientez vers le conseil, une partie dans le conseil en particulier? Est-ce que il y avait un type de clientèle qui se distinguait? Non. En fait, nous, on n'est pas du tout spécialisé. On s'est toujours refusé dans les équipes à se spécialiser soit en sous-matière de droit du travail, soit en secteur d'activité. Donc on est tous compétents dans tous les domaines du droit du travail, avec bien entendu chacun ses petites spécialités ou des choses qu'il préfère faire ou qu'il fait plus souvent parce que ses clients font que par hasard il le fait plus, quoi. Voilà. Donc moi il se trouve que j'ai vraiment par hasard une énormément de clients dans le domaine de l'aéronautique. Voilà, mais c'est vraiment le hasard. C'est-à-dire le hasard? Le hasard, c'est qu'il n'y a pas de raison forcément. Alors après, c'est un peu. Alors d'où sont venus les clients en aéronautique? Ils sont venus de gens du cabinet. Ils étaient déjà présents pour certains d'entre eux. Ils sont arrivés par
par relation. Mais alors non, mais parlons-en. Donc les gens du cabinet, c'était des fiscalistes en fait, parce que en fait que vous connaissiez ou juste qui vous ouais. Oui, en fait ce qui est très important, enfin Jacques Nicolas qui était mon patron, qui m'a tout appris si je puis dire, il nous a tous appris un truc, c'est que le premier client c'était le cabinet, c'est-à-dire que le client numéro un, c'était les autres associés, les autres consultants du cabinet, parce que c'est quand même eux qui nous ont apporté énormément de dossiers. Puisque le cabinet ici, quand même un cabinet à l'origine à dominante fiscale, la moitié des équipes sont des fiscalistes. C'est peut-être un peu moins vrai maintenant, mais le droit fiscal reste quand même la matière la plus importante du cabinet. Donc les dossiers viennent beaucoup par le droit fiscal. Après, il y a plein d'équipes qui ont développé leurs propres clients indépendamment du fiscal, mais on a beaucoup quand même d'apports. Voilà. Donc c'est important d'avoir des relais dans le cabinet. Donc du coup, votre patron vous avez appris que le premier apport c'était les confrères de la propre structure. Et donc est-ce que vous aviez, je sais pas, vous aviez cherché à nouer des liens avec les autres équipes? Est-ce que ça s'est fait au hasard ça s'est fait naturellement. En fait, c'était une époque où le cabinet était un peu plus petit. En fait, on déjeunait tout le temps avec les gens de la même génération. Alors on faisait du sport, on allait faire du tennis. Donc moi, j'ai pas mal de gens qui sont devenus des amis au cabinet. Mais je suis pas devenu ami avec eux par intérêt économique, mais j'ai jamais cherché à développer cette amitié pour ça. Mais c'est beaucoup plus facile de travailler avec les gens qu'on connaît bien. Évidemment, quand on a des relations proches, ça facilite beaucoup les choses. Donc ça, c'est pour les confrères du cabinet. Et vous avez parlé de relations en dehors? Ah bah après, les relations en dehors, en fait, c'est d'anciens clients. Soit qui reviennent à la tête d'autres DRH ou d'autres entreprises, soit qui ont entendu parler de vous par des contacts. Et donc on a en fait l'idée, c'est quand un DRH part pour travailler pour une autre entreprise, c'est de garder l'ancien client et de récupérer le nouveau. C'est ce globalement on arrive à faire, pas tout le temps évidemment, mais c'est ce qu'on essaye de faire et c'est comme ça qu'on arrive à grossir en fait, c'est en essayant d'avoir des nouveaux clients. Et du coup, comment on fait? On essaye pour faire le doublé. C'est quoi votre méthode du doublé? C'est compliqué, mais l'essentiel c'est d'essayer de faire en sorte de satisfaire les clients. Donc c'est des choses qui vont être très classiques. Parce que j'imagine. Non, mais j'allais dire, j'imagine que un DRH qui arrive, il a ses propres relations, il a ses propres des avocats qu'il connaît, son propre réseau, etc., etc. Donc ouais. Mais alors c'est vrai, mais en même temps, le DRH qui arrive, il veut pas forcément se faire remarquer tout de suite en imposant ses conseils. Donc souvent, on a une période qui est courte, faut pas la rater. On a une période qui dure 2-3 mois où on continue à travailler sur des dossiers qui sont en cours, où il y a des sujets qui fait qu'on est sollicité. Et c'est vrai que si dans les 3 premiers mois on n'arrive pas à convaincre, en général on saute après. Voilà. Mais on a quand même souvent l'opportunité de faire ses preuves dans les 3 premiers mois. C'est là où il faut être très présent. Et puis on a quand même des avantages. Moi j'ai des clients avec lesquels je travaille depuis 30 ans, 25 ans. 30 ans, j'exagère un tout petit peu, 25 ans. Et donc j'ai encore des documents qui datent d'il y a 25 ans. Eux ils changent de DRH tous les 3 ans, mais moi je change pas, donc je garde tous les mails, tous les docs, des vieux accords, des vieux documents introuvables. J'ai plus d'archives qu'eux en fait. Ouais. Et donc pour un DRH qui arrive, il sait pas trop où mettre les pieds dans une entreprise parfois un peu politique. C'est pas mal d'avoir quelqu'un qui est là pour vous aider, parce que nous avant tout on est là pour aider les équipes. On est là évidemment pour facturer, gagner de l'argent, mais pour ça on est. Mais pour facturer et gagner de l'argent, il faut aider les équipes. Donc il faut que les gens qui font appel à nous, ils comprennent vite que vous êtes un support, qu'on est un support et que c'est déjà payé d'avance quasiment. En plus, on fonctionne beaucoup avec des forfaits annuels qui sont négociés de longue date. Donc ça veut dire que pendant 1 an, ils ont un support gratuit sans que ça leur coûte rien, sans avoir demandé un budget. Donc faut être assez culotté pour aller dire j'ai 50 000 euros de budget, je l'utilise pas, ça a été payé d'avance et je vais chercher un autre conseil qui va m'en facturer 50 de plus, quoi. C'est pas évident quand même. Donc en général ils sont un peu obligés de nous essayer. Et puis si on est bon, finalement ils se disent après tout, il est plutôt pas mal, j'étais habitué avec un tel, mais lui il est pas mal, et puis on y arrive. Non, mais du coup c'est intéressant parce que au niveau du
enfin en termes de business model, c'est-à-dire que vous avez votre forfait Ouais. qui fait double emploi, c'est-à-dire qu'il est à la fois bien pour votre sécurité Oui. de fonds de roulement et de visibilité sur ce que vous rentrez. Et puis Ouais. en plus, ça a le double effet qui se coule Voilà. de forcer Mm. en cas de changement C'est ça. de personne. C'est ça. En fait, on facture 50% de nos chiffres d'affaires en février-mars, quasiment. On envoie les factures. Et ensuite, effectivement, le client, c'est bien pour lui parce qu'il sait qu'il a un budget, donc il n'a pas besoin de revenir voir sa direction financière. Donc, comme aujourd'hui, tout fonctionne à partir de budget, c'est quand même assez sécurisant. Et puis, il y a cet effet quand même de rétention du client qui a payé d'avance. Et donc, si quelqu'un change, il va quand même finir l'année et on se donne une chance quand même de le séduire. Voilà. Oui. Je sais pas, parfois on n'y arrive pas. Hein. Vous savez à peu près la proportion de personnes que vous perdez Non, en cas de non, turnover? non, je saurais pas dire, mais en tout cas, je sais qu'on en gagne plus qu'on en perd. Ça, c'est sûr. Et à l'inverse, comment est-ce que quand le DRH qu'on connaît part dans une nouvelle entreprise, comment est-ce qu'on fait pour contrer ce que font Je sais qu'essayent pas. de faire On essaye on travaille avec lui. Parfois, on peut travailler plusieurs mois sans être payé. On l'aide en sous-main. On lui donne des conseils. On vérifie si ce qu'il fait est bien. Enfin, on peut avoir cette attitude-là. Et puis voilà, et puis parfois ils reviennent pas. Hein. Moi, il m'est arrivé d'avoir des gens dont je pensais qu'ils seraient très fidèles, et puis en fait, on les a jamais revus. Et puis des gens dont j'étais pas du tout persuadé qu'ils nous appréciaient particulièrement, qui sont revenus tout de suite. Donc c'est variable. Voilà. Après, ce qui est assez classique et très très dur à vivre, c'est le plus dur à vivre encore, c'est quand les gens reviennent, mais qu'ils viennent avec un client qui est déjà un client du cabinet dans une autre équipe. Alors ça, c'est compliqué. Parce que là, du coup, la compétition, elle est en interne. Mais voilà, et la règle normalement, c'est que on pique pas le business voilà, ça se fait pas. Alors bon, il y a quelques accros de temps en temps à cette règle, mais globalement, en tout cas, quand c'est un client bien installé, important, on est censé pas toucher, quoi. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est un peu frustrant parce que moi, ça m'est arrivé il y a l'année dernière, j'ai un très très bon client qui est parti travailler pour une entreprise, voilà, qui est un client très actif chez un de mes camarades d'à côté. Et bon, voilà, je lui ai dit c'était pas possible, c'était impossible, je pouvais pas. Voilà, ça c'est dur parce qu'on peut pas se battre là en fait, alors qu'à l'extérieur on peut toujours se battre. Ouais. Voilà. Mais bon, voilà, ça. Globalement, on gère pas trop mal. On gère pas trop mal ces transitions. Il y a intérêt parce que aujourd'hui les gens changent beaucoup en fait. Hein. Il y a très longtemps, il y a 20 ans, on avait des interlocuteurs très stables qui finissaient leur carrière dans l'entreprise. Aujourd'hui, les gens partent très vite. Hein. Ils restent 4 ans, ils partent. Donc, du coup, on vit très très fréquemment ces changements, ces renouvellements d'interlocuteurs. Et donc, vous dites que par le hasard de ces relations et des dossiers qui vous sont arrivés, vous avez pas mal développé dans le secteur de l'aéronautique. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui se sont détachés ou... Alors oui, il y a un autre secteur. Il y a un autre secteur, mais c'est surtout un énorme client. C'est le secteur du pétrolier, où j'ai un très très gros client. Donc c'est un client historique du cabinet. Hein, c'est pas moi qui l'ai créé ni amené. C'est un client important du cabinet, dont j'ai repris la gestion il y a très longtemps maintenant, dans le domaine de l'industrie parapétrolière. Et du coup, plus quelques grosses compagnies pétrolières. Donc voilà. Et donc oui, je connais bien ce secteur d'activité. Je connais bien. Et comment est-ce que, donc vous dites que vous avez cherché à rester compétent, que vous n'avez pas de sous-spécialité, même si vous êtes plutôt allé sur le conseil. Ouais. À partir de là, à partir de votre envie de vous reconcentrer sur le conseil, comment est-ce que vous avez navigué? Alors en fait, donc à l'époque j'étais jeune, très jeune, et je travaillais beaucoup avec donc mon associé de référence Jacques Nicolas, et en fait j'ai exprimé cette idée de me consacrer exclusivement au conseil. Il m'a dit qu'il était d'accord, il en a parlé à ses collaborateurs les plus seniors de l'époque, qui sont devenus associés par la suite. Ils étaient d'accord également, et après, il me confiait plus de dossiers judiciaires, donc il me confiait que des dossiers de conseil.
Et j'ai pas réappris le métier parce que j'ai toujours fait du conseil avec lui, mais j'ai vraiment intensifié cette activité de conseil. Et puis ensuite, il s'est passé un phénomène, c'est que Jacques Nicolas, il est parti, enfin il est pas parti, mais il a pris des fonctions de direction du cabinet. Et il était donc membre du directoire, donc l'un des dirigeants du cabinet, et du coup il se consacrait à 80% de cette activité. Et donc à partir d'un certain moment, donc c'était en 2000 je crois, donc moi j'avais 4 ans d'expérience, ce qui est assez peu quand même dans notre métier. Et du coup j'étais beaucoup lâché parce que les clients appelaient, il était jamais là, et donc du coup il disait passez-moi, donc, je sais pas comment il s'appelle, là, son collaborateur. Oui. Et puis du coup, je me suis retrouvé avec des gens au téléphone, de plus en plus tout seul, des rendez-vous tout seul, et du coup, ça m'a beaucoup appris sur l'autonomie, etc. Parce qu'il y avait vous aviez pas de senior. Non, parce que à l'époque, l'équipe fonctionnait vraiment avec un associé qui était très charismatique, et en dessous, il y avait tout le monde. Et évidemment, les seniors, ils avaient leur propre autonomie à l'époque. Ils étaient donc autonomes sur leurs clients, même si de temps en temps, ils venaient quand même avec eux, parce qu'ils aimaient bien avoir parfois le confort de cet associé qui était un associé assez haut en couleur, donc c'était même un plaisir d'être avec le rendez-vous parce qu'il était très drôle, c'était quelqu'un du sud, donc il a une façon de présenter les choses toujours très excessive, donc c'était vraiment très très agréable de l'écouter parler en réalité. Et du coup voilà, donc avec les seniors il était moins présent, avec les débutants comme moi il était très présent, ou plutôt c'est moi qui étais toujours à ses côtés. Mais à un moment donné, j'étais avec lui tout le temps en réalité, puisque les autres étaient assez autonomes et moi je le suivais partout au rendez-vous. Donc j'ai passé on a tous fait ça un jour dans notre carrière, hein, dans cette équipe, mais j'ai passé des heures, enfin je passais 7 heures par jour avec lui. Et c'était de son initiative à lui? C'est lui qui vous disait là, vous venez, là, vous venez, là. Ouais. C'était une époque différente d'aujourd'hui, on n'avait pas cette obsession de la facturation, donc moi il m'emmenait. Je passais 7 heures avec lui, on s'en foutait de savoir si je facturais pas. Et on facturait qu'une fois au client en fait. On n'avait pas des calculs d'heures comme il y a aujourd'hui. Donc à la fin de l'année, il facturait un montant client. On savait pas trop qui avait travaillé en fait. C'était lui, c'était moi. On s'en fichait un peu. Donc moi, j'avais pas cette obligation de rentrer des heures. On rentrait pas d'heures à l'époque. Ça se passait pas du tout comme ça. Et du coup, quand je partais avec lui au rendez-vous, voilà, le deal c'était, j'écoutais ce qu'il disait, il m'emmenait, donc j'apprenais à vitesse grand V, parce qu'évidemment quand on est avec un associé qui a de l'expérience et que on le voit traiter les questions en direct, on apprend beaucoup plus vite que on peut lire 40 articles de doctrine, on n'apprendra jamais aussi vite. Et la contrepartie, c'est quand on rentrait au cabinet, moi je faisais les confirmations écrites, voilà. Mais ça, c'est un modèle hyper classique. Je pense que dans tous les cabinets, ça fonctionne comme ça. On emmène un collaborateur débutant pour qu'il fasse les confirmations. Puis après, quand on a dit n'importe quoi en rendez-vous et que le collaborateur doit confirmer n'importe quoi, à lui de trouver la manière de revenir en arrière. Bon, voilà, ça peut arriver aussi. Et c'est comme ça qu'on progresse très vite, quoi. Voilà, donc moi c'est ça que j'ai vécu tout simplement. Et donc en fait votre associé part au directoire. Voilà, donc vous vous retrouvez en première ligne par rapport à toute une catégorie de clients. Et les gens du cabinet aussi, puisque les associés qui l'appelaient lui, à un moment donné, il est plus là, il répond pas, il est moins présent. Donc il m'appelle de plus en plus. Du coup, je crée des liens avec des associés fiscalistes et en droit des sociétés dans toutes les matières du cabinet. Je fais tout ce que je peux pour me faire apprécier. D'ailleurs, ils en profitent pas mal pour me soutirer pas mal de trucs, un peu plus ou moins toujours pour un copain, machin, un truc, voilà. Du genre. Ça c'est classique quand vous avez un jeune un peu qui est pas trop mauvais, on essaie toujours de lui soutirer des trucs sans qu'il rentre de temps dans le dossier, comme ça on facture plus soi-même. Donc voilà, ça faisait partie du jeu. Aujourd'hui on fait moins ça parce que mais à une époque les associés faisaient pas mal ça. Mais du coup, donc alors attendez, donc concrètement les associés vous faisiez comprendre que là peut-être vous allez faire ça pour eux, mais que vous allez pas le mettre dans le. Oui, voilà, il me demande. En gros c'était tiens j'ai une question spot comme ça sans donner de nom de client, donc ça veut dire pas facturable. Et puis il vous pose une question assez compliquée. Oui monsieur machin, pas de problème. Regardez, vous inquiétez pas. Et puis le soir à minuit, on lui envoie, après avoir passé 3 heures, on lui envoie un mémo de 4 pages sans savoir. Et puis jamais il vous dit, c'est pour tel client, voilà.
C'est classique, c'était classique à l'époque. Mais c'était le jeu. Tout le monde était passé par là. C'était un peu le bizutage. Et c'est comme ça qu'on se faisait connaître des associés. Et puis, on faisait tout ce qu'on peut pour se faire connaître avec, de manière, comment dire, positive. Pour qu'à la fin, le jour où on se présenterait à l'association, ça se passe bien, quoi. Voilà. Donc, vous aviez ça en tête, vous présenter à l'association? Oui, clairement, oui. Vous l'avez eu tôt? Pas spécialement. J'étais associé en 2006, 10 ans après être rentré. C'est chez nous, c'est entre 10 et 12 ans. Voilà. Mais le fait d'en avoir envie, c'est venu tôt? Oui, c'est venu tôt parce que, c'est pas venu dans les premières années, mais l'idée, c'est qu'assez rapidement, au bout de 3-4 ans, on se dit, voilà, soit je deviens un jour associé, soit je m'en vais. Voilà, c'était ma vision, quoi. Donc, si jamais je n'avais pas pu devenir associé pour telle ou telle raison, c'était pas un problème, je serais parti ailleurs. J'ai été très sollicité pendant toute ma carrière parce que, en fait, il y a beaucoup de cabinets qui sont intéressés pour récupérer des jeunes qui ont 5-6 ans. Chez nous, on associe assez tard quand même les gens. Donc, le marché sait que il y a une période un peu compliquée à partir de la 6e année jusqu'à la 10e, là où on a des gens potentiellement bons qui peuvent être intéressés d'aller voir sur le marché s'ils peuvent pas être associés plus vite. Voilà. Donc là, on est très sollicité. Moi, j'étais appelé, 20 fois par an pour aller rejoindre notre cabinet. Et qu'est-ce qui fait que vous avez pas cédé à la tentation? Alors un jour j'ai cédé à la tentation quand même, c'est-à-dire que en fait j'ai eu une période où mon associé qui avait beaucoup de qualités par ailleurs se moquait un peu de moi en termes de rémunération et à un moment c'est un peu allé trop loin et du coup j'ai fait un certain nombre d'entretiens dans un autre cabinet, ils m'ont proposé un contrat et j'ai démissionné en fait. Ah ouais. J'étais le voir et je lui ai dit voilà, je démissionne. Il m'a demandé pourquoi et je lui ai dit parce que c'est la rémunération, ça fait X temps que je vous dis que ça va pas et bon voilà, j'entends, vous pouvez pas m'augmenter suffisamment, pas de problème, mais dans ce cas-là je démissionne quoi. Et en fait du coup soudainement le budget s'est débloqué. Voilà, exactement. Et il m'a dit qu'est-ce que je peux faire? Voilà, j'ai un contrat, si vous alignez, je demande pas plus, vous alignez, je reste quoi. Et bon, c'était un peu compliqué mais c'est ce qu'il a fait. Ouais. Donc du coup je suis resté. Mais je partais avec beaucoup de regrets parce que ici c'est vraiment un endroit dont en fait on n'a pas tellement envie de partir. Bon, il y a un peu plus de turnover qu'il y en a eu à une époque, mais globalement ça reste un cabinet où quand on peut on essaie d'y rester quoi. Et le fait d'associer tard entre guillemets tard les collaborateurs, c'est volontaire? C'est pas volontaire, mais c'est juste parce que chez nous, c'est une vraie association. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cabinets qui associent les gens, mais en fait, c'est des partenaires non equity, ou c'est des associés locaux, ou c'est des... Nous, on est associé, quoi. Voilà. Donc après, il y a juste les associés pour faire simple, entre 1 part et 4 parts. Donc, quand vous êtes associé, vous avez 1 part. Au bout de 2 ans, vous faites l'acquisition d'une 2e part. Puis après, vous pouvez acquérir 3 et 4 parts dans les années qui suivent, mais assez rapidement, vous êtes traité comme un associé de plein exercice. Et il y a beaucoup de cabinets qui proposent des associations beaucoup plus vite, mais c'est pas des vraies associations en fait. Voilà. Il y a quand même les associés fondateurs qui partagent le résultat, et puis des associés sur la carte de visite ou dans les statuts, mais pour telle et telle raison, c'est pas des associés tout à fait pareil que les fondateurs. Voilà. Nous, c'est pas le cas. Nous, on est vraiment on a beaucoup réfléchi à réformer le mécanisme de l'association, mais on est toujours resté un système très simple où on est associé ou on l'est pas, quoi. Voilà. Et du coup, il y a eu ce switch qui fait que ça vous a donné pas mal de visibilité en interne. Ouais, voilà. Pour contribuer à l'association. Ouais. Est-ce que on a parlé de votre développement en interne, mais est-ce que vous avez fait des démarches de développement en externe aussi? Notamment quand vous avez cherché de manière plus proactive à devenir associé. Alors on avait un peu un parcours obligé de rédaction d'articles, de participation à des conférences, donc j'ai fait ça. Vous en parlez avec un entrain. C'est pas la partie je trouve la plus captivante, les conférences. Il y a des gens qui adorent ça, moi je suis pas forcément, c'est pas ce que je préfère faire. Mais oui, des articles, des conférences, des cours aussi.
des cours à la fac. J'ai donné quelques cours à la fac. Ça, c'était plutôt sympa. Donc oui, ça je l'ai fait, mais c'est pas la partie sur laquelle j'excelle le plus. J'ai certains de mes camarades qui sont incroyables, qui sont partout. Je sais pas comment ils font. Voilà, ils adorent ça. Ils sont très présents. Moi, je suis pas tellement dans les chambers, enfin, je sais que voilà, ça, il y a beaucoup de travail à faire de communication pour être dans ces guides, etc. Moi, c'est pas mon truc. Du coup, je consacre pas de temps et du coup, voilà, le temps que je consacre, c'est avec les clients. C'est ça que je préfère encore. Pas tellement là-dedans. Il y a des gens qui sont meilleurs que moi, donc ils le font très bien, ils prennent les places, et tout va bien. Oui, chacun son domaine de. Ça, mais c'est important. D'ailleurs, dans les équipes, en fait, moi, si je tire un enseignement de tout ça, c'est que dans notre équipe, on est à peu près une vingtaine. Selon les moments, on est 17, 20. Et en fait, ce qu'il faut, c'est d'abord c'est de s'entourer de gens brillants. Ça, c'est important parce que parfois, on peut avoir la tentation de prendre des gens qui vous font pas nombre. Moi, ma théorie est celle des associés qui sont en place et avec moi dans cette équipe. Faut prendre des gens même plus brillants que nous si on peut, quand on les trouve et on en trouve. Bon, moi, c'est pas très dur parce que j'étais pas un élève très brillant. Mais non, mais aujourd'hui, on recrute des jeunes là qui ont des CV, c'est impressionnant. Je sais même pas comment c'est. Ils ont des CV absolument incroyables. Ils sont extrêmement intelligents. C'est impressionnant. Et c'est vrai que c'est très agréable d'avoir des gens comme ça autour de soi. Puis la deuxième chose, c'est de mettre les gens à la bonne place, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les mêmes qualités. Et c'est important de savoir quelles sont les qualités de chacun et puis d'essayer de mettre les gens là où ils sont les meilleurs. Voilà. Et l'association est venue quand vous l'avez souhaité? Oui, ouais. Sans difficulté. Ouais, parce que j'avais une bonne cote en interne, c'est-à-dire que les associés. On a compris que autant les conférences c'est pas votre truc, non, mais. Ouais. J'étais assez apprécié. Je faisais beaucoup d'efforts, c'est-à-dire que dès que mon téléphone sonnait, je répondais et je faisais beaucoup d'efforts pour répondre aux attentes des associés. Et du coup, j'étais récompensé, j'avais vraiment une bonne cote en interne et ça s'est très bien passé. À la limite, j'ai presque surpris mon associé de l'époque qui trouvait que c'était un peu tôt, qui aurait bien aimé encore me garder comme collaborateur senior quelques années, plutôt que d'avoir un peu à composer avec moi comme associé. Mais la pression était trop forte à la fois de ma part et en interne, tout le monde était donc ça s'est passé assez facilement. Vous dites la pression de votre part dans le sens où vous demandiez pareil avec un petit peu l'ombre de mais sinon je pars ailleurs. Non, mais non parce que là j'en étais pas là, mais disons que le discours c'était bon, oui, ok, pas de problème pour que vous deveniez associé, mais c'est un peu tôt peut-être, non? Vous voulez pas attendre un peu? Non, je vais pas attendre. Maintenant, ça me paraît bien. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. Donc voilà, c'était un peu à fleur et moucheté, quoi. Et je sentais que mon associé aurait préféré, ce que je peux comprendre, parce que quand vous avez un jeune associé, ça veut dire que très rapidement, dans les 3-4 ans qui vont suivre son association, il va falloir discuter avec lui, vous pouvez plus prendre des décisions tout seul. C'est un peu normal. Il va avoir plus de poids sur les clients. Donc on a toujours un peu tendance à vouloir retarder ce moment, quoi. Et du coup, comment est-ce que vous avez géré ce changement de posture avec votre associé quand vous êtes vous-même devenu associé? Bon, c'est compliqué. On a eu quelques petits soucis au départ sur le partage un peu de des clients. Pas des clients, plus le partage de la rémunération. On a eu petite tension au départ. Parce qu'il y avait une enveloppe globale pour l'équipe. Comment ça s'est passé? Oui, en fait, on a un système nous qui est assez simple. En fait, on a des clients, on encaisse donc du chiffre d'affaires. On paye nos collaborateurs, on paye les locaux, on paye un pourcentage effectivement de ce chiffre d'affaires au cabinet pour payer les choses communes, comme les salles communes. Et puis tout ce qui reste, c'est pour les associés. En gros, c'est ça le système. Avec une toute petite part de Lockstep, mais globalement c'est ça. Donc en fait, il n'y a pas un budget, mais disons qu'à la fin, il y a un résultat à se partager et voilà, et quand vous êtes un jeune associé, parfois les associés en place, ils ont tendance à dire, on va commencer par reconstituer notre REM, et quand notre REM, elle sera reconstituée de l'année dernière, s'il y a un surplus, on partage, quoi, voilà. Donc voilà, on a c'est classique comme des accords, donc nous, on a eu ce petit désaccord, ça s'est réglé, et puis voilà. Et alors, comment ça se règle?
Ça se règle par un peu de tension, et puis l'intervention peut-être aussi de la direction du cabinet qui essaye de trouver une solution, voilà. Mais on trouve toujours des compromis. Voilà. Après, il faut essayer d'être raisonnable, et quand tout le monde est raisonnable, ça passe. Et au-delà de ces sujets de REM, est-ce qu'il y a eu des sujets au niveau des clients? J'ai l'impression que vous étiez déjà extrêmement autonome. Oui, j'étais autonome, donc forcément, il y a eu après c'est des choses très normales, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement naturel des clients qui vont plutôt, quand vous avez un associé qui est proche de la retraite, et puis un jeune qui a 40 ans, un jeune associé qui a 40 ans, c'est un peu normal. Surtout qu'après, il y a des problèmes générationnels. C'est-à-dire que l'associé qui est à la retraite, ses contacts, par hypothèse, ils sont soit un peu plus vieux que lui, soit ils ont à peu près son âge. Et ils partent même à la retraite. Donc aussi ils partent, et donc du coup il y a et puis les interlocuteurs qui appellent les avocats au quotidien, parfois c'est des N-3, donc c'est des gens qui ont 25 ans, 30 ans, et quand on a 25 ou 30 ans, on parle le même langage que le jeune avocat qui a 25 ans, qui a 28 ans, quoi, et pas que l'associé qui en a 58. Donc c'est normal, plus on vieillit, et plus il y a un décalage avec nos interlocuteurs, et du coup nos collaborateurs sont beaucoup plus à l'aise avec des gens de leur génération qui tutoient, ils parlent le même langage, ils se comprennent, voilà, c'est normal. Et parfois il y a des associés qui comprennent pas ça et qui veulent rester accrochés à leur dossier. Et donc ça, c'est un travers qu'il faut essayer d'éviter, mais en même temps, on peut pas non plus se laisser dessaisir de tout, donc il faut trouver un juste milieu, quoi. Voilà. Toujours pareil. Les jeunes peuvent pas tout manger. Voilà, ils peuvent pas tout manger, mais il faut leur laisser de la place aussi, donc c'est un équilibre subtil. Comme toujours, la vérité, elle est toujours dans la nuance, donc Quand ça est-ce fonctionne. que vous avez constitué une équipe à vous? Quand vous êtes devenu associé, ou ça avait commencé avant? Non, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je suis resté dans la même équipe. C'est-à-dire que quand je suis devenu associé, il y avait déjà 2 associés. Donc, il y avait Jacques Nicolas et puis le fameux Pierre-Jean Sinibaldi, par qui j'étais rentré en stage quelques années plus tôt. Et du coup, on était associés tous les 3 à l'époque. Voilà. Vous avez été associés tous les 3 en même temps? Tous les 3 en même temps. Ensuite, il y a... Et donc, il y avait plus de collaborateurs? Si, il y avait. Ah oui. Mais du coup, j'ai pas créé une équipe de rien. J'ai participé à développer l'équipe qui existait. Alors, bien sûr, on a recruté des collaborateurs pour qu'ils travaillent avec moi, mais en plus, mais voilà. Mais l'équipe était déjà là. Et les collaborateurs, pour travailler plus particulièrement avec vous, ça s'est fait quand vous êtes devenu associé? Oui. Alors, un peu avant même. Un peu avant. J'avais, Ouais, c'était dans l'idée de développer quelque chose en particulier dans le cabinet? Pas forcément de particulier, c'était juste parce qu'à un moment donné, quand vous fonctionnez bien, vous pouvez plus travailler tout seul, c'est impossible. Parce que les journées, donc 24 heures, donc même si on facture 24 heures, on est limité dans sa capacité à traiter les questions. Donc en fait, très rapidement, quand vous marchez bien, il vous faut 1, voire même 2 collaborateurs pour sous-traiter les dossiers. Enfin, en tout cas, les préparer. Sinon, c'est impossible. Et cette équipe a grandi? Oui, aujourd'hui, en fait, nous sommes aujourd'hui 3 associés, et il y a à peu près 15 ou 17 collaborateurs, donc on a un ratio de 4 collaborateurs par associé à peu près, ou voilà, avec des gens qui sont assez autonomes dans l'équipe. Mais après, c'est trop. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on peut pas avoir 8 collaborateurs par associé, parce qu'il faut les gérer, les collaborateurs. Il faut relire, il faut. Et vous avez reproduit un petit peu ce dont vous aviez bénéficié avec vos collaborateurs, le côté où ils vous suivent partout. Je l'ai pas mal fait, ça. Je l'ai beaucoup fait. Sans trop se préoccuper de la facturation, de la rentabilité, d'avoir une présence comme ça permanente. Mais oui, je vais encore, même aujourd'hui, beaucoup en rendez-vous avec des jeunes collaborateurs. Ouais. Vous avez vu une différence quand le cabinet a changé vers un système de rentrer ses temps, et donc quelque chose de plus structuré au niveau de la rentabilité? Oui, la tentation à ce moment-là, elle peut être d'essayer de rentabiliser mieux les gens, donc de les laisser au cabinet, de pas les emmener, mais c'est une erreur. C'est une erreur parce que finalement, même pour le client, il faut mieux payer. Bon, les jeunes collaborateurs, déjà, ils facturent pas très cher de l'heure, donc du coup, c'est pas un coût énorme. Et en fait, le temps qu'on va gagner en les faisant venir 3 heures en rendez-vous, on va le retrouver évidemment dans la facturation finale des travaux, en fait. Donc, moi, je continue d'emmener les gens tout le temps. Et puis c'est pas que pour eux, c'est pour moi aussi, parce que c'est plus agréable, je trouve. Parfois c'est un peu aller en rendez-vous tout seul, c'est un peu fastidieux. Je trouve qu'aller avec quelqu'un, on discute d'autres dossiers, on fait un point sur les dossiers en cours.
On entend tous les deux la même chose pendant le rendez-vous. Donc je trouve qu'il y a un apport à aller avec quelqu'un en nous. C'est pas que pour former les gens. En termes relationnels. Ouais. Et quand vous êtes devenu associé, enfin, il y a toujours ce truc où du coup l'association c'était un projet, enfin c'est un projet qui se concrétise et donc ensuite reste plusieurs années de carrière, j'ai envie de dire. Alors bien sûr il y a les objectifs de développement d'activité, etc. Mais comment est-ce que vous avez appréhendé ça? Est-ce qu'il y a un moment où vous êtes cherché des nouveaux challenges c'est le, je sais plus, j'ai envie de dire, c'est more of the same. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, on a envie de dire que ça continue comme ça. Et donc non, moi, je me suis pas fixé des challenges. L'idée, c'était de continuer, quoi. Déjà, c'est miracle. Moi, tous les matins, je me réveille en me disant que c'est un miracle. Hein. Qu'est-ce qu'un miracle? C'est un miracle d'arriver à faire autant de chiffre d'affaires, de garder des clients dans un monde très compétitif, d'arriver à garder des collaborateurs. Enfin, bon, voilà, si on pouvait rester comme ça pendant 3 siècles, ce serait incroyable. Hein. Donc, puis après, il y a des gens qui sont payés ici et qui sont intéressés par ça pour réfléchir. Nos dirigeants, ils réfléchissent à l'avenir, à l'évolution du marché, parce que ça, c'est un vrai sujet, je pense, pour des jeunes collaborateurs. Moi, si j'étais un très jeune collaborateur, je me poserais quand même des questions sur qu'est-ce que va devenir le marché des avocats. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense que ça va être, il va y avoir des choses qui vont changer parce que là déjà en quelques années, c'est incroyable le changement qu'on constate au quotidien. Enfin, moi, non, je sais pas. Quels sont les changements que vous constatez vous au quotidien? En fait, le changement le plus important, c'est la disponibilité de l'information qui n'existait pas avant. Moi, j'ai connu une époque ici, on était quasiment les seuls. Il y avait 4-5 cabinets qui avaient des circulaires de l'ACOS, par exemple, ou des circulaires de l'administration qui n'étaient pas publiés. Et on était très peu de cabinets à avoir. Et donc, on vendait juste le fait d'avoir la circulaire, qu'on recopiait dans les consultations. Alors, bon, il n'y avait pas que ça, hein, mais ça faisait partie du job, quoi. Aujourd'hui, tous les modèles, partout, même le gouvernement met des modèles en ligne. Il y a la base de données des accords collectifs. Donc, en fait, tous les accords collectifs, maintenant, sont publiés sur une base de données. Et en fait, nous, une grosse partie de notre activité, c'était fabriquer des accords collectifs sur différents sujets. Et là, aujourd'hui, si un client a besoin d'un accord collectif sur un sujet un peu particulier, il tape sur Internet, dans la base de données, il va trouver 40 accords qui prévoient ça. Donc, il a plus tout à fait besoin d'aller voir son avocat. Donc, il va faire une compilation de ces accords. Et puis après, il va soumettre une version presque finale pour une relecture, voilà. Alors que nous, avant, on fabriquait ces accords de A à Z. Donc aujourd'hui, la disponibilité de l'information fait que toute cette partie de notre activité va progressivement disparaître, sans même parler de l'intelligence artificielle qui permettra un jour de répondre à des questions soit à partir de bases de données. On n'en est pas là, mais déjà rien que ça, c'est une grosse partie de notre activité qui disparaît. Donc il faut réfléchir, il faut trouver des nouveaux marchés, quoi. Et est-ce que vous avez vu une transformation dans ce que vous demandent les clients? C'est-à-dire que, à défaut de vous demander des modèles, des textes auxquels ils ont accès, est-ce que vous avez vu une transformation? Est-ce qu'ils vous demandent, je vous demande ça parce que j'ai diffusé il y a pas longtemps l'interview de Joydeep Sengupta qui fait de la compliance chez Mayer Brown. Et en fait, il explique qu'il accompagne un de ses clients dans la constitution d'une legal tech autour des problématiques de compliance. Et il dit en fait, avant c'est un travail qu'on faisait, mais de toute façon, ça avait vocation à disparaître puisque c'est le genre de choses que les cabinets facturent plus. Mais en fait, ce chiffre d'affaires qu'on faisait dans la documentation pure, maintenant on le fait dans le développement stratégique de l'outil et comment on s'assure que l'outil est bien alimenté et comment on structure l'information dans l'outil. Et en fait, on n'a pas baissé en chiffre d'affaires, on a décalé nos services. Et donc vous, dans votre équipe, non, c'est pareil. En fait, c'est ce qu'on constate au cabinet, c'est ce qu'on appelle nous pompeusement la montée en gamme, c'est-à-dire qu'en fait on abandonne une partie qui était assez facile, sans risque de notre métier pour des choses à plus forte valeur ajoutée. Donc qui se facture très bien, mais par contre qui nécessite plus c'est plus compliqué, quoi, parce que c'est pas juste fournir de la matière, c'est fournir des réflexions stratégiques,
Donc ça veut dire qu'il faut monter en gamme à tout niveau, il faut que dans nos prestations du quotidien on monte en gamme, il faut que dans nos recrutements on monte en gamme, il faut que dans tout on monte en gamme, quoi. C'est pas évident, mais c'est ce vers quoi on s'oriente à l'échelle du cabinet, et nous dans notre matière très très clairement. Aujourd'hui, nos clients nous demandent plus un accompagnement un peu stratégique sur les sujets que véritablement de la documentation. Et d'autant plus, mais c'est quelque chose auquel on est quand même assez rodé, parce que comme on a des relations très anciennes avec nos clients, on est déjà habitué à ça. Pourquoi ? Parce que quand vous travaillez depuis 25 ans avec le même client, tous les 3 ans, il vous demande de refaire son accord d'intéressement. Donc l'accord d'intéressement que vous avez fait il y a 25 ans, vous l'avez fait évoluer avec le temps, il vous redemande plus de faire un accord d'intéressement depuis longtemps. Il vous fait un copier-coller de celui de l'année dernière, il le change un peu et puis il vous le resoumet. Donc en fait, déjà cette idée de ne plus fabriquer des nouveaux documents, enfin de nouvelles matières, on l'avait déjà quand on a des clients de longue date. Et en fait, les clients de très très longue date, ils ont déjà beaucoup de choses qu'on a fait pour eux. On leur a corrigé tellement de fois des lettres de licenciement qu'ils finissent par rédiger exactement comme nous. On leur a donné tellement de modèles de tout. C'est vos meilleurs collaborateurs. Oui, voilà. Et en fait, non, mais ça je suis persuadé que ça fait partie de notre métier de former les gens aussi. Hein. C'est-à-dire que quand vous travaillez pendant très longtemps avec des gens, au départ ils font plein d'erreurs et au bout de 5 ans ils font plus les erreurs. Et moi je sais que j'ai plein de clients à qui j'ai appris des choses dont je suis très content de leur avoir appris ces choses-là, quoi. Parce que je vois qu'aujourd'hui ils font plus les mêmes erreurs. Donc finalement, ces gens avec qui vous travaillez depuis longtemps, ces entreprises à qui vous avez fourni la matière depuis longtemps, ils sont déjà dans cette logique d'utiliser votre propre matière. Donc après, s'ils continuent à travailler avec vous, c'est plus pour quelque chose d'un peu stratégique. Donc ils savent que vous connaissez parfaitement l'entreprise, vous connaissez les interlocuteurs, vous connaissez le contexte, vous connaissez beaucoup de choses. Et du coup, ils sont dans une recherche d'accompagnement plus stratégique. Voilà. Ça, c'est très net aujourd'hui. Mais c'est quelque chose qui se fait avec des clients qu'on connaît bien, en fait. Les clients qu'on connaît pas, c'est plus compliqué parce qu'on est sur des missions plus ponctuelles. Donc c'est un peu différent. Oui, et puis comme vous dites, ça demande de bien connaître les différentes parties prenantes, d'avoir un certain historique et tout. Donc... Voilà, de connaître l'histoire de l'entreprise, connaître ses accords collectifs, connaître. Donc finalement, c'est pas tellement more of the same. Ben, c'est more of the same quand même, c'est-à-dire que à la fin tout ça fait un chiffre d'affaires, ça marche bien, des collaborateurs contents, tout le monde est bien payé, donc voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que le métier change et il va changer. Et aujourd'hui, personne n'est capable de dire ce que sera le métier dans 5 ans et encore moins dans 10 ans, parce que il y a quand même vous interviewez beaucoup de gens, donc je pense que vous avez une vision beaucoup plus précise que moi sur ce sujet-là, mais je pense pas qu'aujourd'hui on puisse anticiper, se dire ce que sera le métier dans 5 ans ou dans 10 ans. Enfin, ça évolue tellement vite. Qui nous dit que demain on va pas inventer un logiciel, on mettra 4 mots-clés, il trouvera toute la JP, toute la doctrine, il sera capable de le lire en 18 minutes, des milliers d'arrêts, plus la jurisprudence européenne, et sortir une consultation de base, quoi, mais qui donne la bonne solution. Donc ça c'est quelque chose qui est, je pense, qui est limite d'exister déjà. Et ça vous inquiète ? Non, il faudra juste changer de. Bon, moi ça m'inquiète parce que si j'avais 25 ans, ça me questionnerait quand même sur le métier. Là un peu moins. Mais c'est pas une inquiétude, il faut juste en tenir compte, il faut anticiper. Et vous dites si j'avais 25 ans, ça me questionnerait et vous avez invité un petit peu avant les auditeurs plus jeunes à s'interroger là-dessus. Vous, comment est-ce que vous accompagnez vos collaborateurs justement là-dedans ? Ça, c'est quelque chose dont on discute beaucoup avec eux. C'est-à-dire qu'on leur dit, voilà, c'est vous qui allez réinventer le métier. Parce que c'est pas tant qu'on a la flemme de le faire, c'est qu'on sait pas je sais pas moi ce que sera le métier, mais sachez que vous allez devoir le réinventer, parce que ce que vous faites aujourd'hui, vous le ferez plus demain. C'est une certitude. Vous ferez autre chose, des choses différentes, sans doute très intéressantes. Alors il y a quand même une partie du métier qui va demeurer, l'activité contentieuse elle va demeurer, mais là encore on voit des évolutions. Alors en plus la crise du Covid a rien arrangé, mais là où en matière de droit du travail, c'était encore une matière où on plaidait beaucoup, on plaidait énormément. On avait beaucoup de temps pour plaider, souvent parce que les salariés étaient là, donc les avocats on faisait un peu des tonnes pour faire plaisir à leurs clients. Et aujourd'hui, on a des cours d'appel où quand on peut plaider 10 minutes c'est le maximum, et de plus en plus des cours d'appel nous demandent de déposer les dossiers. Elles nous incitent fortement à déposer les dossiers. Alors quand à l'idée d'avoir une collégiale, par exemple, l'avocat qui se risquerait à demander une formation collégiale,
Je pense qu'il prend beaucoup de risques pour son dossier. Donc, on est en train progressivement de s'orienter vers une procédure qui va être peut-être plus comme ce qui se passe dans le tribunal administratif, plus écrite, avec moins de place pour l'oralité. Donc ça, c'est une évolution importante, je crois, en droit du travail, qui était jusqu'à présent quand même une matière très très orale, en fait. Donc même dans cette activité contentieuse, les choses évoluent. Et puis on a le fameux barème Macron qui enserre quand même le contentieux dans des limites maintenant. Donc tout milite quand même en faveur d'un rétrécissement du champ des possibles en matière contentieuse aussi. C'est quoi votre... du coup, maintenant, ça fait combien de temps que vous exercez? 25 ans. 25 ans. De quoi vous avez envie pour la suite de votre carrière? Moi? Oui. C'est quoi vos souhaits pour vous-même? C'est compliqué de répondre à cette question. Moi, je suis très heureux aujourd'hui dans la situation dans laquelle je suis, donc ça me va très bien. Après, l'idée probablement, c'est d'essayer de faire monter en compétence des gens qui sont déjà très compétents, d'associer des nouvelles personnes pour pouvoir un peu prendre un peu de recul. Voilà, ça va être ça, à partir de maintenant, dans les prochaines années, dans les 10 prochaines années. Je pense que j'en ai encore pour une dizaine d'années à peu près. Parce que vous avez pas, finalement, il n'y a pas eu de nouvelle vague d'associés depuis, si vous dites que vous êtes toujours 3 associés, vous étiez 3 associés quand vous êtes associés. Mais il y en a quand même 2 qui sont partis, donc moi je suis le plus vieux maintenant. Je suis le plus vieux et depuis on a associé 2 personnes, donc Vincent Delage en 2010, Vincent qui est un ami très proche en plus d'être mon associé, et puis plus récemment Damien de Colas, et puis là on a probablement des jeunes qui ont vocation à nous rejoindre aussi à terme. Voilà, donc on est dans un parcours dynamique, on a une équipe très jeune, très dynamique, avec des gens très très brillants, donc moi j'ai hâte de voir comment tout ça va évoluer dans les 5 prochaines années. Je pense qu'on a des belles choses à venir là. Et un dossier, votre dossier préféré, le genre de dossier que vous avez envie d'attirer tout particulièrement? Bon, alors nous c'est pas très glorieux, mais ce qu'on aime beaucoup c'est les dossiers de restructuration en fait, parce que c'est des dossiers les plus lourds, les plus tendus. Donc c'est ce type de dossier qu'on aime bien gérer, alors pas trop en même temps parce que c'est très très dur à faire. Et puis on le fait aussi parce que nous on estime qu'on le fait bien, quoi. On le fait bien. On le fait bien, c'est-à-dire que moi je crois beaucoup au fait que l'avocat peut influer sur la politique de l'entreprise, quoi. C'est-à-dire que selon le type de conseil que vous donnez, vous n'avez pas forcément les mêmes résultats. Et c'est très simple, il suffit de discuter avec des interlocuteurs qui ont plusieurs conseils et qui vont dire que l'autre, lui, il a préconisé plutôt telle solution ou telle autre. On voit très très vite comment on se situe. Et moi, parfois, je suis effaré de voir les conseils qui sont donnés par certains de mes confrères. Parce que vous les trouvez déshumanisés. Le droit du travail, on peut être amené à faire des choses compliquées quand même. On peut licencier des gens, on peut faire des choses dures, défendre des dossiers compliqués. Il faut le faire avec un minimum d'humanité. Et même quand c'est difficile, il faut le faire avec. Moi, il y a des choses que j'accepterais pas de faire en fait. Comme. Il y a des choses que je ne ferais pas, où je ne conseillerais pas une entreprise dans des pratiques trop détestables, quoi. J'ai mes limites en fait. C'est quoi une pratique détestable? Je peux pas les lister parce que il y en a beaucoup, mais disons qu'il y a. En fait, le problème c'est que très vite les clients qui ont ce type de comportement, on les élimine très vite parce qu'en fait ils sentent que vous adhérez pas et donc très vite ils vous abandonnent en fait. Et en fait, on finit par garder que les clients avec lesquels on partage une certaine vision. Moi, je suis pas un béni oui non plus. Je fais des licenciements très régulièrement. Et je défends ensuite les dossiers dans le conseil de prud'homme. J'essaie de gagner contre des salariés. Donc, je suis pas l'abbé Pierre, mais en même temps, je me fixe des limites. Voilà. Et je pense que du coup, quand on fait des restructurations lourdes, on amène nos clients à faire des choses correctes, quoi, et à proposer des packages et des choses à peu près correctes. Voilà. C'est dans vos
dans ce que vous proposez comme package aux clients dans les restructurations que vous cherchez dans la manière de faire, on leur dit ça, ça passera pas, c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça. Alors après, on n'a pas toujours gain de cause, mais disons que je pense qu'on a une influence quand même importante. Et du coup, c'est pour ça que ça se passe bien. Je sais que d'autres cabinets sont plus agressifs dans leur position. Alors, ils flattent un peu les mauvais instincts de certains employeurs. Ça, c'est leur stratégie. Moi, j'ai pas de jugement à porter là-dessus. Mais nous, on n'est pas sur ce positionnement-là. On cherche pas à être à laver plus blanc que nos confrères d'à côté. Et donc, on n'est pas dans une recherche d'ultra agressivité, d'ultra optimisation. Voilà, on essaie de faire les choses correctement. Et comment ça se vend, ça? Ça se vend par le fait que du coup, ça évite des relations trop tendues, ça évite des dossiers qui partent en contentieux. Je vais surtout pas citer des gens, ni des entreprises, ni des conseils, mais on voit certains dossiers où ça se finit toujours dans le cadre de dossiers contentieux. Enfin, voilà, moi je touche du bois, mais depuis des années, j'ai pratiquement pas eu de contentieux dans mes dossiers, quoi. Je parle de contentieux collectifs pour bloquer des opérations. Parce qu'on a fait les choses bien, parce qu'on a fini par trouver un accord, voilà. Donc c'est important de, je crois, d'essayer de rechercher des solutions apaisées. Et il y a un vrai intérêt pour le client à trouver à la fin une solution apaisée, même si elle lui coûte un peu plus cher au départ. Quelle est votre dernière joie? Ma dernière joie? Oui. Au cabinet? Celle que vous voulez. Il y a des choses un peu intimes que je vais garder pour moi, mais après ma dernière joie, j'attends un délibéré là. Comme c'est très mal élevé, j'ose pas regarder sur mon téléphone, mais j'attends un délibéré très important. Est-ce que vous voulez regarder comme ça, si c'est un bon délibéré, vous pouvez avoir une joie en live? J'ai jamais eu ça dans le passé. C'est possible, mais j'attends une décision du TGI de Paris dans un dossier important. Et je sais pas si elle a été rendue. Elle était rendue à 14h et j'ai le client qui est très donc apparemment j'ai reçu la décision. Alors on peut regarder en direct. Suspense en direct, j'adore. Je ne sais pas si c'est un dossier. Je ne sais pas. Alors. Donc en fait j'ai reçu sur le RPVA la décision, mais ma secrétaire est en train de l'ouvrir, elle m'a pas encore, voilà, le jugement. Eh ben non, c'est perdu, voilà. Donc ce sera pas pour ça. Je suis désolée. Ben non, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon alors il y a une autre joie. Si c'est pas la joie immédiate, c'est la joie précédente. La joie précédente, c'est un dossier qui se termine hier par un accord collectif, un dossier de restructuration. Voilà, donc on est très content. Ça va bien se passer. Et voilà. Et qu'est-ce que vous portez sous votre robe? Moi, je porte toujours une veste. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui enlèvent leur veste et qui sont sous la robe en chemise. Moi, je suis en veste en général. Vous êtes de l'équipe voilà. On garde sa veste. Voilà. Je sais pas quelle est l'étiquette. Je crois qu'il doit y avoir une règle normalement. Je crois que normalement on n'est pas trop censé garder sa veste. Je crois, mais je suis pas très sûr. Je connais pas l'étiquette et j'ai pas fait statistiques sur les réponses données dans le cadre du podcast. Mais c'est vrai que il y a les teams veste et il y a les teams absence de veste. C'est ça. Ouais. Voilà. Merci beaucoup Thierry Roman. Merci à vous.